Olivier Lombard, qui est l'invité d'André Berkoff, ostéopathe et auteur de ce livre Burnout, le complexe d'Icare, c'est publié chez Flammarion. À trop vouloir bien faire, on se brûle les ailes. C'est le sous-titre de votre livre, Olivier Lombard, que j'ai lu et que je trouve passionnant et que je recommande vraiment aux auditeurs de Sud Radio. Parce que autour de vous, autour de nous, et moi j'ai connu, personnellement, je n'ai pas connu de burn-out, mais autour de moi, j'ai plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui l'ont connu. Mais d'abord, quand on dit burn-out, et j'entends beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire le burn-out ? On en parle du matin au soir, du soir au matin, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez une définition de quoi ce burn-out est-il le nom ? Alors, pour moi, bonjour. Le burn-out est une... J'en ai fait 3, je suis un multirécidiviste. Vous-même, vous personnellement ? Perso. Ouais. Et les burn-out que j'ai faits sont des burn-out non pas professionnels, parce que c'est plutôt le professionnel qui m'a permis de garder la vie et la santé, mais c'est des burn-out affectifs. D'accord. Donc, quand j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent « je suis en état de burn-out », ou pire, qui ne savent pas qu'ils sont en état de burn-out. Oui, ça arrive aussi, bien sûr. Ça arrive, bien et sûr. ça arrive hélas souvent. Ouais. Je leur dis qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et la question que je me pose toujours en tant que thérapeute, ça fait 40 ans que je travaille, derrière une douleur, il y a un message que nous délivre notre cerveau archaïque. Et quel est le message du burn-out ? Burn-out, il y a 2 termes. Il y a burn, ça veut dire brûler, oui. d'accord ? Ça veut dire se consumer. Oui. Et puis le out, la phase de out. Et c'est la phase de out qui est absolument catastrophique. Alors maintenant, la question que je pose à tout le monde, c'est la définition actuelle et officielle, et j'ai su que vous aviez, demandé à ce que le gouvernement, à un moment donné, reconnaisse ça comme maladie professionnelle. Mais je viens d'avoir, par Stéphane Honoré, grâce à qui j'ai vraiment mis en boîte ce livre, en 2018, je crois que c'était sur le Figaro, il y a eu un appel, mais vraiment un appel urgent, d'un comité de pédopsychiatres qui alertait les autorités sur le fait que des enfants de 5 à 7 ans étaient de plus en plus victimes de burn-out. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Où est l'épuisement professionnel ? Voilà. Et oui. Donc, c'est pas le travail. Les 5 à 7 ans, ça peut pas être le travail. C'est quoi ? C'est-à-dire, au fond, moi, dans la définition comme ça, collective, je dirais, de Huron ou d'extérieur, on se dirait, voilà, on est dans un tel état de fatigue qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est incapable même de se lever le matin. Pour poser la question autrement, burn-out, c'est pas la dépression ou c'est quand même une partie de la dépression ? Parce qu'on dit en période de dépression. Alors, ça peut être un symptôme dépressif, mais ce n'est pas une dépression. Et le problème, c'est que beaucoup de médecins ou de thérapeutes pensent que c'est une dépression. Il ne faut pas le traiter en dépression. Et c'est là où je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre la genèse du burn-out. Alors, allons-y. Alors, il y a un profil de burn-out. Il y a des gens qui ne feront jamais de burn-out. Le burn-out, ça touche des gens qui répondent à ils sont bilieux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se posent en permanence des questions sur eux, qui sont insécures et qui sont en train de jamais être contents de ce qu'ils font. Donc à la base, il y a un manque de reconnaissance de soi, puisqu'au total, c'est vraiment ça. Ouais. Or, être bilieux, on a la langue des oiseaux, qui est un langage universel, qui nous donne toutes les clés c'est se faire de la bile. C'est se faire de la bile. Et qui fait de la bile ? C'est l'AVB, c'est la vésicule biliaire, mais c'est le foie. Ce sont des hépatiques. Et les hépatiques, c'est vraiment un portrait vraiment de caractère. Je comprends. On est hépatique, on vit hépatique, et on meurt hépatique. Vous me voyez au téléphone, je passe mon temps à marcher dans tous les coins. Vous avez des hommes politiques, on les voit, ils sont capables de rester tranquilles, pas bouger, et pas bouger du tout. Il y en a, ils sont incapables de rester tranquilles. Donc il y a vraiment un caractère. Et ce caractère-là, c'est quelqu'un qui se fait de la bile. D'accord. Quand on se fait de la bile, ça veut dire quoi ? Qu'on se pose des questions en permanence et on remet en question en permanence ce qu'on fait. D'accord. Vous imaginez que ça a un coût énergétique. Et là, on parle d'énergie. Et c'est pour ça que mon travail de thérapeute manuel,
qui m'a amené ensuite à m'interroger sur il me manquait des données sur ce travail manuel. Parce qu'il y a le manuel et le psychique, et vous êtes ostéopathe, et vous j'ai fait médecine chinoise après, parce que je me suis dit, j'ai pas toutes les réponses dans cette médecine occidentale. Et encore, je trouve que l'ostéopathie, par l'aspect du tissu et de ce que le tissu peut nous dire et nous renseigner, fait déjà qu'on a des renseignements sur la personne, sur la personnalité. Et donc, ces gens-là, en fait, vont avoir un cerveau qui va travailler. Et tous mes patients me le disent quand ils sont dans un état de burn-out, ou déjà dans un état de burn, c'est qu'ils pensent tout le temps. Et ça devient une machine infernale. Je comprends. Ils n'arrêtent, et ça devient une machine infernale qui n'arrive plus à maîtriser. Qui les autodévore, ils s'autodévorent. Et ils se consument. C'est ça, ils se consument, oui. Je dis que c'est un coût énergétique. Et ce coût énergétique, on dit souvent, je n'en peux plus, je suis éreinté. Une fois de plus, langue des oiseaux. Éreinté, c'est les reins. Or, qu'est-ce que fait les reins ? Les reins, c'est l'organe en médecine chinoise qui permet comme une plante par nos pieds, d'amener l'énergie de la terre nourricière, la terre mère, et qui va nous faire, comme une plante, faire qu'on va croître, faire qu'on va être en état de santé. Mais c'est également une deuxième chose, c'est le refroidisseur, c'est-à-dire c'est le pompier de l'organisme. C'est lui qui va, en fait, refroidir les surchauffes d'en haut de la tête. Or, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui sont en état de burn, je dirais avancé, c'est qu'ils sont en état de surchauffe. Il faut entre 3 ans, 5 ans. Moi, mon burn-out, il est arrivé au bout de 15 ans. D'accord ? Oui. Et puis, on ne peut pas déterminer à l'avance. On ne sait pas. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai eu mon premier burn-out en 2000, je me suis écroulé. Et c'est vraiment classique, le burn-out, le phase de out. On s'arrête. On me décrit très justement. On est à l'hôtel, on a fait les États-Unis, on a fait, parce que c'est souvent des cadres dirigeants ou des gens qui ont une activité qui sont quand même hyperactifs, d'autant plus hypersensibles. Je fais tout un chapitre sur l'hypersensibilité qui accentue encore ce côté-là. Et puis, ce sont des gens qui, au moment où il y a trop de feu dans la tête, se retrouvent en panne des reins. C'est-à-dire que c'est grosso modo, comme on vient d'avoir un triste exemple à Paris, avec Notre-Dame qui a brûlé. C'est le toit qui a brûlé, d'accord, c'est la tête. Les pompiers, eux, ils étaient capables d'arroser, mais ils arrosaient 20 mètres en dessous. Bien sûr, je comprends. Et dites-moi, et dans ces cas-là, alors cet état de burn-out, au fond, on y prend conscience, mais quelquefois on y prend conscience très tard. Alors, le fait de ce livre, c'est vraiment justement d'éviter d'aller au stade du out. Le burn va faire, on est comme ça, donc on n'est jamais assez bien. Ce qu'on fait, c'est jamais assez. On n'est jamais assez haut dans la hiérarchie. Hier, j'avais un financier qui a déjà fait un premier burn-out. Là, il vient d'être embauché dans une boîte américaine et il me dit, je me trouve avec des gens. Dans mon premier boulot, j'étais numéro 1, là je me retrouve avec des gens où je suis, mais en dessous, mais carrément en dessous. D'accord. Et on commence donc, déjà à lui demander. Et ce type-là, déjà, il a fait un burn-out, ça veut dire que déjà il est ébranlé. Bien sûr. Et tous les gens qui ont fait des burn-out se disent, mon Dieu, pourvu que je ne replonge pas. Alors comment faire ? D'abord pour ne pas plonger et pour ne pas replonger, bien sûr. Mais rapidement, vous en parlez bien dans votre livre, c'est pour ça que vraiment je le recommande, il faut le lire. C'est un vrai manuel pour comprendre qui on est, ce qu'on est. Et puis, mais que faire ? Enfin, qu'est-ce qui est le plus urgent, Olivier Lombard ? Ce qui est le plus urgent, c'est on est en feu de tête. Ce que j'appelle un feu de tête, c'est-à-dire qu'on a un cerveau qui circule tout le temps. Ça, c'est pas difficile à comprendre. J'ai un exemple de quelqu'un qui a été chef d'entreprise, il venait de mettre son entreprise en niveau international, il a bossé pendant 5 ans. Ce type-là, tout d'un coup, il dit à sa femme, je rentre à la maison et on va faire un week-end avec les enfants, etc. Ça faisait 5 ans pratiquement qu'il était en permanence en voyage. Il rentre, il avait un type naturellement bilieux, bien sûr, tout était dans sa tête, il avait organisé un week-end, il est venu me voir un mois après. Il avait tout organisé, il avait prévu d'aller offrir des fleurs à sa femme, etc. Ça s'est terminé, il a explosé parce que les nerfs ont lâché et il a fichu une claque à sa femme. Il en pleurait un mois encore après. C'est ça le stade du... C'est quand on commence, quand on entend autour de soi qu'on a des gestes qui nous échappent.
Et là, c'est l'expression du foie. Donc juste rapidement, on ne va pas épier le livre, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Je reviens à ça. Alors, pour combattre ça, en tout cas, avoir une certaine lucidité. Déjà, c'est une prise de conscience. Ouais. Le burn, c'est une prise de conscience. Comment on fonctionne? Et je demande, et je pose toujours ces deux questions. Quelles sont vos assises sacrées? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quelles sont vos vraies valeurs? Et la deuxième question, c'est après quoi je cours? Je parle d'assises sacrées dans ce livre. Pour moi, c'est la base. Quand j'ai quelqu'un qui a fait un burn-out, la première chose que je travaille, c'est son sacrum. C'est un os qui, en médecine chinoise, est l'os central du sacrum corps. Sacré. Sacrum sacré, quand même, accessoirement. Et c'est l'os qu'on offrait aux dieux avant. Et en fonction d'eux, parce que c'est un os qui est un peu particulier, qui résiste à la putréfaction comme pas aucun autre os, et qui résiste en plus aux flammes. Et en fonction, puisqu'on offrait des suppliciés comme ça, et en fonction de l'état du sacrum à la fin de la combustion, il avait des formes plus ou moins fermées. Et en tout cas, assise sacrée, et après quoi vous courez. C'est ça. Assise sacrée, et à partir de là, à partir du moment où ils ont un contact avec leur sacré, où ils retrouvent un contact avec leur sacré. Ils retrouvent la base, oui. Ils peuvent, à ce moment-là, reprendre une verticalité. Olivier Lombard, on va vraiment continuer de parler avec vous. C'est passionnant. On va vous refaire venir parce que c'est vraiment très intéressant. En attendant, vraiment, je recommande Le complexe d'Icare. C'est un livre pour tous ceux qui connaissent autour d'eux des gens qui sont en burn-out, d'abord comprendre ce que c'est, et puis comment le combattre, parce qu'on peut le combattre. Burn-out, le complexe d'Icare, c'est publié chez Flammarion. C'est donc signé de notre invité Olivier Lombard, qui est ostéopathe. Alors vous pouvez nous appeler d'ores et déjà pour tous les sujets qu'on a pu aborder auparavant dans l'émission, ou alors aussi pour parler du burn-out. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, ou est-ce que vous vous posez des questions sur vous-même? On vous attend. 0826 300 300, on vous donne la parole juste après les informations sur Sud Radio. Français parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le burn-out, que faire? Comment le traiter? On en parle avec Olivier Lombard, et surtout, on en parle, y compris sur Charlie Hebdo, y compris sur tout le reste, avec nos auditeurs. Je vous attends. Et je rappelle qu'on est toujours avec notre invité Olivier Lombard, auteur de ce livre Burn-out, le complexe d'Icare. C'est publié chez Flammarion. Toutes les questions que vous pouvez lui poser aussi, faites-le maintenant au 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Jean-Pierre qui nous appelle de Lyon et veut parler du burn-out justement. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, allô? Oui, on vous écoute Jean-Pierre. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Et puis, bonjour. Monsieur Lombard, c'était juste pour dire que ce que je viens d'entendre sur le livre de Monsieur Lombard, il est exactement pile dans la situation que j'ai vécue. Ah oui. C'est exactement ce qu'il a décrit. Moi, c'était professionnel, mais il y a eu des antécédents avant qui n'étaient non professionnels. Et c'est arrivé tout doucement. Il y a 2 ans, je suis à la retraite aujourd'hui, et j'ai eu la chance d'être dans une très bonne société. Donc j'ai été encadré, parce qu'autrement, il faut savoir que le burn-out n'est pas une maladie reconnue. Donc si on regarde l'aspect assurance maladie, vous voyez ce que je veux dire. C'est important, ça, Jean-Pierre. Juste un mot, restez avec nous, Jean-Pierre. Alors, le burn-out n'est pas une maladie reconnue, dit Jean-Pierre, Olivier Lombard. C'est important, ça. C'est pas une maladie, c'est pas considéré comme une maladie. C'est pas considéré comme une maladie. Alors, on va peut-être avoir des médecins qui vont vous définir comme en état de dépression. C'est ça. Et sinon, qui vont mettre en arrêt de travail. Sachant que, et c'est ce que je dis, c'est que quand on passe, et ça a été votre cas, je pense, d'aller au stade du out, c'est-à-dire de vraiment tomber dans cette phase qui est très brutale, je pense que vous pouvez la décrire comme ça là, même si vous avez des warnings au départ, à un moment, c'est la chute, et vous vous relevez pas. Et ce que je dis, c'est que, il faut identifier ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de là, il faut vraiment revenir à soi, et c'est tout un travail d'approfondissement et de conscientisation de soi-même. Et on change de paradigme de vie. Jean-Pierre, vous êtes d'accord?
tout à fait. Moi, ça m'est arrivé. Bon, j'étais banquier dans une grosse entreprise, donc j'étais perfectionniste. Puis j'avais une vie, je vivais quoi. J'étais on va dire après le divorce, mais c'est pas le divorce qui ont fait ça, c'est la vie. Puis je vivais tout seul, je vivais bien quoi. Et puis c'est arrivé petit à petit. Puis un matin, j'ai pas pu me lever. Donc la veille, comme je faisais que réfléchir. Mon médecin, comme j'étais pas bien quelques mois avant, il m'avait donné des cachets, comme tout le monde, pour dormir. Quand vous êtes pour le boulot, vous êtes obligé de dormir pour pouvoir récupérer pour le lendemain. Et moi, comme j'en avais marre, j'en ai pris un. Après, je pouvais pas dormir à 10 heures, j'en ai pris un deuxième, mais après un troisième, un quatrième. Et le matin, je suis pas levé. Et c'est un membre de mon équipe qui a appelé, puis qui est venu. Puis après, à partir de là, j'ai été voir le médecin, puis j'ai dit stop, parce qu'elle voulait m'arrêter. 3 fois, elle a voulu m'arrêter parce que ce qui se passe, c'est qu'ils avaient, elle avait vu ça parce que j'étais pas bien. Et vous avez 2 tensions, tension haute, tension basse. Et ma tension basse, elle dépassait 100. Bon, c'est un peu technique, 100. Et c'est un ras de l'arrêt cardiaque, 100. Et du coup, elle m'a dit, il faut stopper. J'ai pas voulu. Puis après, là, quand j'ai pas pu me lever, j'ai arrêté. Et après, suite à ça, comme le médecin connaissait l'entreprise, on était obligé de marquer une certaine phrase sur l'arrêt. Et non pousser l'arrêt, vous voyez ce que je veux dire. Mais votre invité, c'est voilà, parce qu'après vous faites une enquête et puis etc. Et personne n'ira au-delà de contre, vous voyez ce que je veux dire, certaines causes du burn-out, voilà. Je comprends. Donc vous ne chercherez jamais, vous vous soignerez, mais après. Mais pas les vraies causes. Et c'est ce que dit Olivier Lombard. Vous n'allez pas accuser Pierre-Paul Jacques ou quoi que ce soit. Dans n'importe quel cas, votre invité peut le dire. Vous vous soignez, puis moi dans mon cas, j'ai récupéré, puis il y a pas longtemps, du jour au lendemain, j'avais un traitement qu'il doit connaître, c'est des traitements, pas de burn-out, cachet pour dormir, attention, j'ai plus que le cachet pour tension, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Alors, Jean-Pierre, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vraiment penser énergétique. Je dis que le burn-out, la définition que je donne en tant que thérapeute du burn-out, c'est que c'est une catastrophe énergétique. Catastrophe énergétique due comme une catastrophe industrielle. Ah, mais c'est vraiment ça. Et qui va même jusqu'au plan cellulaire. Ce qui veut dire que tout l'état de suractivité que vous avez eu, maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller voir des acupuncteurs, vous faire des massages. Faites-vous masser. Prenez soin de votre corps. C'est lui qui a lâché. Et vous verrez que petit à petit, marchez également. Marchez beaucoup à la terre. Allez à la campagne. Allez vous baigner. Et faites de la réflexoplantaire. Et ça va petit à petit vous ramener. La sève va remonter en vous. Merci Jean-Pierre, merci Olivier Lombard. Et tout de suite, on retrouve Gérard au 0826 300 300. Bonjour à vous, Gérard. Oui, bonjour Gérard. Bonjour Daniel, bonjour M. Berkoff, bonjour M. Olivier Lombard. Le meilleur vœu de 2020. Oui, je voudrais je peux comprendre la position de M. Olivier Lombard, je peux comprendre. Mais vous savez, on a quand même une couche de la société qui n'ont plus envie de rien faire, c'est grave aussi, quoi. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que des feignants, il y en a un paquet. Et j'en croise tous les jours, je peux vous dire, ça m'attriste, quoi. Non, c'est vrai, mais je crois que c'est pas vraiment le même sujet. Je crois que ceux qui ont le burn-out... Ils ne se donnent pas les moyens, M. Berkoff, ils se donnent pas les moyens. Ils n'ont plus envie de bouger leurs fesses pour aller dans le travail. Je dis pas que vous avez tort, Gérard, je dis pas ça. Je dis qu'il y a les feignants et on les dénonce suffisamment dans l'émission, vous le savez. Maintenant, est-ce que c'est vraiment Olivier Lombard? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Dites-moi. Gérard, parce qu'il n'a pas tort. Je vous rassure complètement, je suis vraiment un hyperbosseur et je n'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out qui soit pas un dingue du boulot. Je travaillais 35 heures par jour. Je veux dire 35 heures, 15 heures par jour. Je faisais 35 patients par jour. Donc c'est tous les gens qui font des burn-out sont en état de feu, si vous voulez. Un type qui est vous direz quelqu'un qui fait rien, un feignant, on peut le dire. Feignasse, voilà. jamais il va brûler quoi que ce soit, si ce n'est à la limite sa cigarette pour combustion lente. Combustion lente. Exactement. Voilà. Merci à vous Gérard de nous avoir appelé. Tout de suite on retrouve Alexandre qui nous appelle de la Drôme au 0826 300 300. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Oui, bonjour et une très belle année à toute l'équipe. Merci. Écoutez, j'ai raté les dernières 20 minutes avant les infos concernant le burn-out.
J'aurais pu en parler parce que, étant indépendant pendant de très très longues années, plus de 30 ans, j'ai vécu des situations où je bossais plus de 100 heures par semaine. Mais bon, c'est pas sur ce sujet-là que je voulais intervenir. Dites-moi. Ça concerne Charlie. Ouais. Je viens de faire 60 ans. J'ai eu la chance d'assister au premier, enfin c'est pas un concert, c'est Coluche, l'intervention de Coluche, à la patinoire des Vernets à Genève, en Haute-Savoie. C'était tout début des années 80 ou fin des années 70, je me souviens plus trop. J'ai eu cette chance-là, j'ai connu Harakiri, Charlie, j'achète régulièrement. On va dire, on peut tout résumer en une phrase, je crois. Le crétinisme a remplacé le christianisme en France. Voilà. C'est intéressant. Pardon ? C'est intéressant ce que vous dites parce que je parle et j'ai fait dernièrement j'ai présenté mon bouquin à HEC et j'avais 70 personnes qui étaient des cadres dirigeants plus ou moins matures et il y avait une tension dans cette salle qui était juste incroyable et c'était une des fondations d'HEC qui s'appelle le groupe spiritualité. Et ce que vous dites est intéressant. Et je le dis plusieurs fois dans mon livre, le 21e siècle, c'est Malraux qui l'a dit, sera spirituel ou ne sera pas. Actuellement, je pense que le côté religieux est en train de disparaître et c'est la religion personnelle qui va éclore et qui doit éclore. C'est-à-dire c'est ce que je dis, c'est-à-dire ces valeurs sacrées sur lesquelles on bâtit une verticalité. Oui, mais de ce que dit Alexandre, malheureusement, on n'en est pas là dans le monde. On est loin d'être là. C'est bien ce qui m'inquiète. Et Alexandre, juste, mais vous avez raison de souligner cela, Olivier. Oui, Alexandre, continuez. Alors, sur le crétinisme, vous dites aujourd'hui... Oui. Écoutez, je suis depuis tout petit, j'ai été bègue, mais très 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 fort. Il y a eu des conséquences énormes sur ma vie. J'ai jamais pu j'ai jamais fait d'études à cause de cela. Je suis totalement autodidacte. J'ai eu des postes extrêmement importants en Suisse où j'ai vécu longtemps, de longues années. Donc j'ai passé 41 ans à observer la France sans foncer. Je vous assure, elle est complètement sinistrée, la France. Complètement sinistrée. Je me fais des cures tous les jours presque. Des grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du temps de Bouvard dans les années 80. Oui, avec 90 aussi. Avec Kersozon, avec Jacques Martin, avec Jean-Yann. Exactement, vous avez tout compris. C'était des improvisateurs hors pair. Absolument. Et cultivé. Moi qui n'ai pas fait d'études, le français pour moi, j'ai eu la chance, c'est une sonorité, c'est comme une musique, je sais quand c'est écrit ou dit juste ou faux, un peu comme des notes de musique. Oui, bien sûr. Je vais vous dire, je pète au nez et je pisse à l'arrêt de tous ces bien-pensants. Eh bien, écoutez, c'est une déclaration que je fais mienne, mon cher Alexandre, et nous le faisons tous les jours sur Sud Radio, à Berkov dans tous ses états. Et vous avez raison. Vous savez, il faut toujours se souvenir, et cette phrase, je l'ai écoutée, c'était un philosophe américain, il disait que c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Joliment dit aussi. On vous embrasse fort, Alexandre. On retrouve Yves qui nous appelle de Toulouse pour parler également des 5 ans de l'attentat dramatique de Charlie. Oui, Yves, bonjour. Oui, bonjour sur Radio. Bonjour. Voilà, je vais donner un avis par rapport à Charlie Hebdo et un avis qui est un peu décalé, si j'ose dire. Allez-y. Voilà. Allez-y. Pour revenir sur 3 points, c'est toujours pareil. Moi, je fais toujours mes analyses, si j'ose dire. En 3 points. Vous êtes énarque, Yves? Comment? Vous êtes énarque? Non, j'ai fait tous les métiers. J'ai été paysan, j'ai été fonctionnaire, j'ai fait tous les métiers. Et quand j'entends, voilà, petit aparté, quand j'entends les journalistes
Parler de l'agriculture, ça me révulse, ils n'y connaissent rien. Mais que voulez-vous, comme voilà. Alors dites-moi. Tout le monde a droit à la parole. Il y a 5 minutes de vérité, voilà. Ou de célébrité. Pas de célébrité. Voilà, alors, moi, premier rapidement, oui, parce qu'on arrive en temps. Très rapidement, ça sera premièrement, je n'ai jamais été Charlie Hebdo. Jamais. Mais ce n'a rien à voir avec les personnes, ça n'a rien à voir avec leurs idées. J'étais, par contre, je peux même dire, j'étais un ami personnel de Bernard Maris. Étant de Toulouse, je le connaissais depuis très longtemps. J'étais pas un ami, je lui tapais pas dans le dos. Je le connaissais bien. J'étais aussi ami de Bernard Maris, je l'ai bien connu. Énormément. Et d'ailleurs, des personnes parlant d'économie comme lui, il n'y en a pas. Et je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je dis il n'y en a pas. Voilà, d'accord. Deuxièmement, je me rappelle de Charlie Hebdo, il n'y a pas si longtemps que ça, mettant à la porte le sénateur Siné pour antisémitisme. Je m'en rappelle très bien. Personne à l'époque n'avait protesté. Je l'avais protesté, évidemment. Siné était allé 2 fois au tribunal, il avait gagné les 2 fois. Donc vous voyez, il ne faut jamais mettre sur le pavois certaines, si j'ose dire, certaines choses. Et quand je vois maintenant, monsieur parlait par rapport au burn-out, moi je peux vous dire qu'il y a une maladie qui est encore plus grave, mais encore bien plus grave, c'est le panurgisme. Tout le monde, rappelez-vous avant Charlie Hebdo qui exécrait la religion, qui exécrait l'armée, qui exécrait tout cela. Le Figaro, elle était contre tout cela. C'était normal. Et maintenant, vous voyez le Figaro se mettre à plat ventre devant Charlie Hebdo. On croit rêver. Je vous dis, les moutons de Panurge sont là. Faites attention. Ce n'est pas les loups qui seront dangereux. Ce sont les moutons. Franck, merci. Alexandre, pardon. Nous allons retenir tout cela. Écoutez, et en tout cas, je peux vous dire que ici, le crétinisme et le panurgisme ne seront jamais les bienvenus. Et on vous embrasse aussi, Yves, qui nous avait appelé de Toulouse. En tout cas, on remercie notre invité Olivier Lombard, ostéopathe et auteur de ce livre Burn-out, le complexe d'Icare. Vous pouvez vous le procurer aux éditions Flammarion. Place à Jacques Pessis sur Sud Radio qui reçoit pour les clés d'une vie son invité Thibaut Covin. Un peu de musique dans ce monde brut. Belle journée à vous.